Alors, le festival Photographie Mon Amour accueille Mathieu Asselin, qui fait partie des photographes qui exposent à la basilique Saint-Vincent. Et son exposition est liée à son livre Monsanto, une enquête photographique, dont vous voyez la couverture à l'écran. Mathieu, tu es franco-vénézuélien. Tu es spécialisé, on va dire, dans la photographie documentaire. Tu as commencé très tôt, à 16 ans, en 1989. Oui, j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Je m'ennuyais un peu dans les études à l'école, donc j'ai décidé de quitter l'école et commencer à travailler dans le cinéma. Quand on fait des recherches sur ton nom sur Internet, il y a un nom qui apparaît, c'est le nom de ton père, et qui est cité comme un écologiste et un citoyen du monde. Ça t'a peut-être forgé une partie de ton regard. Oui, mon père et ma mère sont des citoyens assez engagés. En parlant avec mon père, c'est que j'ai eu l'idée de faire ce travail sur Monsanto. Donc oui, j'imagine que la pomme tombe pas trop loin de l'arbre. Hein. En 2004, tu vas à Madrid et tu vas photographier les bidonvilles de Madrid. Oui, c'est un peu mon premier grand travail. Je reste plusieurs mois en train de travailler et c'était un des bidonvilles, un des supermarchés de la drogue à ciel ouvert, le plus grand d'Europe à cette époque. Donc j'ai passé quelques mois là en train de photographier. Et tu en retires quoi comme justement c'est la première expérience d'importance, une immersion de plusieurs mois. Donc ça te donne envie de continuer? Oui, ça me donne envie de continuer, mais ça me donne envie de continuer différemment, essayer de trouver des différentes stratégies de représentation. Je me rends compte qu'en fait, être là à côté de ces gens qui ont plein de problèmes, c'était pas vraiment la façon dans laquelle je voulais travailler dans le futur. Donc voilà, j'essaye de trouver de nouvelles façons de travailler. Donc je tire ça de ce travail-là. Comprendre que c'est pas ça ce que je veux. Et donc de faire plutôt des recherches en amont, de savoir comment ils en sont arrivés là éventuellement? Oui, et j'essaye de voir un peu plus focaliser sur les structures de pouvoir. Et bien sûr, représenter les victimes d'une façon ou une autre, mais surtout c'est focaliser sur les structures de pouvoir. Ça veut dire essayer de photographier les sources plutôt que les conséquences. Ouais. Pour autant, en 2011, tu pars dans le Missouri pour photographier une tornade. Donc là, c'est encore différent. Oui, je pars, mais là, j'essaye de travailler avec des lumières, des flashs, pour essayer de donner et un autre contexte. Et de nouveau, je me rends compte que, en fait, peu importe combien de flashs on met, comment on photographie, photographier les victimes, ça me génère toujours les mêmes problématiques. Au moins, seulement la représentation des victimes. Il vit à Arles, qui est la ville de la photographie en France. Quelle chance! Oui, je suis là un peu pour ça aussi, et surtout parce que je suis né dans la région. Donc voilà, c'est un peu le retour aux sources après beaucoup d'années à New York. Je retourne dans le sud. Tout ça, c'était pour faire une transition. Tu as exposé à Arles notamment, mais tu as exposé un petit peu partout dans le monde. La liste serait très longue, mais il y a San Francisco, New York, Caracas, Tel Aviv. Oui, l'expo, surtout l'expo de Monsanto. C'est Monsanto qui t'a fait réellement exposer un petit peu partout dans le monde? Oui, c'est mon travail, sûrement sûrement non, sans aucun doute, le plus important. Et avant, j'avais exposé, mais c'est surtout avec ce travail-là que ça explose. On en vient justement donc à ce travail-là sur Monsanto. Il t'est venu comment? Parce que justement, tu étais en 2011, tu as commencé en 2011 à travailler dessus, au moment où tu as fait le travail sur les effets de la tornade dans le Missouri. Ouais. C'est en étant là-bas que tu t'es rendu compte de certaines choses ou tu avais déjà ça en tête avant? Et non, en fait, c'est quand je suis retourné de ce travail et mon père, il m'a parlé de Monsanto et des problématiques de Monsanto. Donc, avec mon mécontentement de la façon où je photographiais, et je me suis dit, ça c'est un sujet intéressant et on pourrait aussi s'épancher sur la multinationale en elle-même. Bien sûr, photographier les conséquences, mais surtout se focaliser à une dénonciation directe sur cette grande structure de pouvoir. En fait, tu as voulu montrer à la fois ce qu'était cette société-là et les effets du glyphosate sur la société humaine en général. Oui, on peut voir le travail un peu divisé en deux. Il y a bien sûr la photographie qui montre les conséquences de la façon où Monsanto fait son business et sa vision de futur. Et aussi, il y a une autre partie que c'est Monsanto en elle-même. Quelle est la façon que Monsanto
Monsanto veut se projeter dans le futur, dans le présent, qu'est-ce qu'ils font, et aussi essayer d'avoir un peu une fenêtre au futur. Quel est ce futur que Monsanto propose? Mais justement, donc tu parles qu'il y a deux facettes, et on le voit bien dans le livre, on le voit bien dans l'exposition pour ceux qui l'auraient déjà vu. Il y a tout un travail de recherche qui a été élaboré sur Monsanto, toute l'histoire. C'est pour ça aussi que tu es allé au Vietnam, parce que il y a aussi toute l'affaire de l'agent orange qui a été dispersé et qui est à l'origine de millions de victimes. C'est un travail presque de journalisme et presque d'historien aussi. Oui, en fait, je suis pas journaliste et je suis pas photojournaliste non plus, mais j'utilise les outils du journalisme et surtout le journalisme écrit. Et j'utilise aussi de plus en plus des autres outils comme scientifiques et toutes ces choses-là. En fait, moi, je crois que la photographie documentaire me permet de me déguiser un peu. Et tous ces différents rôles, le but ultime, c'est essayer de faire une représentation le mieux possible des sujets dans lesquels je travaille. Cette dimension-là, ça implique un long travail. Comment on décide d'entrée de jeu, c'est bon, je vais accorder X années sur ce projet-là? Ouais, on pense toujours que ça va être fait dans 1 an, 6 mois. Et en fait, il y a 5 ans qui s'écoulent et on se rend compte que ça prend beaucoup plus de temps aussi. Plus on comprend l'histoire dans laquelle on est en train de travailler, plus on comprend leur complexité et plus on a la nécessité et l'envie de montrer ces complexités. Et c'est ça la grande différence avec le photojournalisme. Par exemple, le photojournalisme, c'est assez immédiat, c'est ce qui se passe dans ce moment-là. Et la nuit, ça part dans un journal et ça s'imprime le lendemain. La photographie documentaire, ce qui m'intéresse, c'est et qui permet de travailler cette complexité. Et c'est un travail qui se passe bien sûr sur le champ, mais c'est un travail qui se passe beaucoup à les studios. Et elle est là, cette réflexion. Donc on peut retourner sur les lieux, rephotographier. La partie de recherche, c'est vraiment une partie fondamentale. Avant de me lancer dans n'importe quel projet, avant même commencer à photographier, je passe beaucoup de temps pour faire la recherche, pour comprendre, mais pas seulement pour comprendre le sujet, mais aussi pour comprendre comment ce sujet va être photographié. Et quelle est l'esthétique, qu'est-ce que je veux photographier, comment je vais approcher le sujet. La recherche, c'est vraiment la base de mon travail, je crois. À la base, il y avait l'idée de faire un livre, dès le départ? Dès le départ. Même quand je retournais en voyage, j'éditais et en format de livre. Ça veut dire j'avais un InDesign ouvert, comment ça allait être le livre, comment va être structuré. Bien sûr, après le livre, ce qu'on appelle cette première maquette, que c'est plus qu'une maquette et des designs, c'est une maquette des structures de l'histoire. 5 ans passés sur un tel projet, ça nécessite des moyens. Déjà, il faut vivre au quotidien, plus les voyages, plus la recherche. Il y avait un éditeur derrière? Non, je travaille pour Monsanto. Je fais des porte-à-porte. Non, et ce travail, en fait, j'avais une pratique à New York comme photographe qui me donnait suffisamment de l'argent pour pouvoir m'investir et dans ce projet. Aussi, il y a eu une compagnie des graines organiques aux États-Unis. C'est une compagnie qui se bat beaucoup pour récupérer des graines anciennes et surtout qui se bat beaucoup contre Monsanto. Donc eux, c'était assez intéressant parce que ils m'ont dit on veut t'aider. Je les ai dit bon, j'ai besoin de partir au Vietnam. Donc j'ai besoin de $10 000 pas aux 5 000, je me rappelle plus, $8 000 je crois pour partir au Vietnam. Et ils ont dit écoute, on a l'argent, on peut te le donner, mais ce qu'on va faire, on va faire un crowdfunding avec tous nos clients. Et on a une liste de 300 000 clients aux États-Unis. Et bien sûr, si on ne trouve pas l'argent, là, on te donne l'argent. Mais je pense que c'est plus intéressant si les gens... Donc, ils ont mis ça sur leur site web et 6 heures après, j'avais $8 000 pour partir au Vietnam. Magnifique. Tu disais tout à l'heure que le point de départ, c'est de la recherche. Tu as passé combien de temps à faire de la recherche avant de dire, ça y est, je sais par quel angle je vais aborder la dimension photographique du projet? J'ai dû passer un an et demi en train et bien sûr, je faisais quelques tests photos pour voir, pour corroborer la théorie que j'avais. Mais oui, un an et demi.
Ouais. Et c'est là où tu trouves aussi le fonds publicitaire, de vieilles publicités de Monsanto, etc. En fait, ce qui est intéressant, j'ai mis en eBay, j'ai mis une alerte et tout ce qui est lié à Monsanto, je recevais un email. Donc c'est là où j'ai trouvé tous ces petits objets, boîtes d'allumettes, cendriers, mais aussi les publicités. Et en fait, avec les publicités, j'ai jamais contacté Monsanto pour leur dire j'aimerais votre avis, ça m'intéressait pas. Monsanto a une voix dans le bouquin. Et à travers la publicité, c'est la meilleure voix que Monsanto a, quoi. Je crois que c'est assez juste pour eux de se représenter à travers leur publicité. Et là, on voit un peu la folie publicitaire, hein. La façon qu'ils ont de voir le monde, de la façon qu'ils nous vendent le monde. Et avec la dimension de ces liens avec le gouvernement américain qui se nouent, c'est pour ça qu'aussi que tu pars au Vietnam pour voir les effets de l'agent orange. L'agent orange, c'est une arme de guerre chimique. Et c'est un défoliant, c'est un produit qui tue tout ce qui est vert, les plantes, les feuilles. C'est un composant chimique, une arme chimique qui a été utilisée durant la guerre du Vietnam pour tuer toute la canopée. Comme ça, on pouvait voir les mouvements des troupes nord-vietnamiennes dans la forêt. Donc ils ont vraiment émis et par avion dans une grande partie de Vietnam du Sud. Et la conséquence de ça, c'est bien sûr un désastre, sûrement le désastre écologique le plus grand fait par l'homme, mais aussi des conséquences humaines au niveau de la santé énormes. Toujours 50 ans après. Hein. Oui, qui continuent aujourd'hui, génération après génération. C'était pas qu'au Vietnam, de mémoire, il y avait aussi un petit peu au Cambodge et au Laos. Au Cambodge et au Laos, mais aussi au Japon, parce qu'ils ont stocké pas mal d'agents orange là-bas. Donc oui, mais c'est surtout le Vietnam et le Laos. Tu as voulu te limiter dans tes recherches sur les dégâts de l'action de Monsanto uniquement au Vietnam et aux États-Unis. T'as pas cherché ailleurs? C'est tellement vaste que j'aurais pu faire vraiment une encyclopède britannique, quoi. Un atlas. Un atlas. Donc, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que aux États-Unis et au Vietnam, je trouvais les exemples qu'il fallait. Et ces exemples, c'est des exemples qui se répètent partout dans le monde. Ça veut dire, on peut voir au Vietnam et les enfants de l'Argentine qui souffrent des conséquences des pesticides. Et on peut voir aussi les contaminations et des rivières, des sols. On peut voir ça, c'est arrivé au Royaume-Uni. On peut voir aussi les fermiers, comment ils souffrent aux États-Unis. C'est pareil en Inde. J'ai essayé vraiment de trouver les moments clés de Monsanto et de leurs problématiques. Tu es venu nous présenter quelques exemples du livre. Donc ça, c'est le livre, c'est la première édition, assez grande et luxueuse. Et après, on a fait, avec ma maison d'édition, ils m'ont dit de faire une deuxième édition. Donc j'ai demandé de faire cette édition qui est un peu plus petite, plus accessible en anglais et français en même temps. Ça, c'est la maquette du livre avec voilà le Vietnam. Et toutes les zones là en orange, c'est tout ce qui a été aspergé avec de l'agent orange, des photos des fermiers aux États-Unis. Ça, c'est un peu comment j'ai travaillé. Beaucoup de monde, des gens me demandent comment j'ai travaillé, si c'est numérique. Donc, j'ai travaillé à la chambre et au moyen format. Donc, c'était simple. Tout ce qui bouge, je l'ai fait au moyen format. Ce qui bouge pas, je l'ai fait 4/5. Ça veut dire du grand format. Voilà. Avec ma voiture, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis avec ma voiture, des kilomètres et des kilomètres. Et là, c'est quoi, par exemple, ce qu'on voyait? Ça, c'est des archives sur un désastre, un accident que Monsanto a eu. Il y a eu pas mal de victimes. Donc, j'étais à l'université de Columbia, au Missouri, et pour chercher les archives sur cet accident. Et j'ai photographié des microfilms. J'ai fait toute une collection de publicités du début de 1900 jusqu'à 1980-90, un peu comment Monsanto essaye de nous vendre leurs produits et comment plein de ces publicités, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est voir comment ces publicités se contradisent aujourd'hui et comment ce qu'ils nous vendaient il y a 50, 30, 20 ans, aujourd'hui c'est complètement absurde et comment les publicités qu'on voit aujourd'hui dans 20, 30, 40, 50 ans vont être complètement absurdes.
Donc on voit ce non-stop d'absurdité. Là, par exemple, le DDT, comme on nous le vendait comme quelque chose hyper bien. Donc voilà, j'ai voulu montrer un peu Monsanto par Monsanto. Aussi voir un peu tous les produits qu'ils ont fait. Ils ont fait plein de choses. Dans le choix de la maquette du livre, on vient de voir tout ce qui était archives, c'est sur fond blanc. Ouais. Et les portraits, par contre, c'était un choix aussi esthétique de les mettre sur fond noir. Oui, il y a des portraits en noir, il y a des portraits à la maison. Les portraits que j'ai faits à la maison, comme Linh, par exemple, et c'est une jeune femme de 17 ans à l'époque, quand j'étais au Vietnam. Les enfants qui étaient chez eux, je les ai photographiés dans le contexte de leur maison. Par contre, les enfants qui étaient à l'hôpital, je les ai photographiés avec un fond noir, parce que moi, je me suis dit, en fait, l'hôpital, c'est un lieu qu'ils n'ont pas choisi. Donc j'ai voulu un peu décontextualiser cet hôpital et le faire un peu neutre. Et Linh, c'est très intéressant. Linh, c'est la 3e génération. Et cette jeune femme, elle est incroyable en fait. Elle fait tout avec ses pieds. Et donc elle a appris à écrire à l'ordi avec ses pieds. Elle voulait étudier du graphic design. Je crois qu'elle a commencé à étudier. Elle a un t-shirt des États-Unis. Et ça, c'est une anecdote assez intéressante parce que moi, je donne toujours le choix de choisir où ils veulent être photographiés et comment ils veulent être représentés à tous les gens que je photographie. Et on parle beaucoup, je fais des preuves en numérique pour leur montrer qu'est-ce qu'ils en pensent, jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Bien sûr, je suis là aussi pour les guider. Et Linh, elle m'a dit, oui, attends, je vais me changer. Elle est sortie avec ce t-shirt. En fait, je l'ai jamais demandé pourquoi elle avait ce t-shirt avec le drapeau américain. Et je pense qu'il y a deux façons il y a deux histoires, et je crois que les deux histoires, ils sont assez belles. Je pense que une des histoires, c'est qu'elle voulait faire un peu un doigt d'honneur aux Américains en portant ce t-shirt. Mais aussi, ça peut être simplement une jeune femme de son âge qui adore et plein de trucs américains et qui a aucun rancor pour les États-Unis et qu'en fait c'est son t-shirt préféré parce que ça symbolise une génération qui adore les choses américaines, les produits américains. Donc je reste avec cette idée, avec ce dualisme, cette histoire qui peut être racontée des deux façons différentes. Ça a toujours été simple de les convaincre de ta démarche? Ils ont tous compris ta démarche immédiatement? Oui, je photographie très rapidement et j'aime pas trop photographier. Mais par contre, je passe beaucoup de temps en parlant avec eux, surtout pour leur expliquer le projet et être vraiment sûr qu'ils sont d'accord de la façon où je leur représente et qu'est-ce que je veux faire avec ce travail, qu'est-ce qui va se passer et surtout quelle est mon idée et comment leur vision de l'histoire, on peut aussi s'intégrer dans ce que je veux dire. Donc il n'y a pas vraiment un travail de convaincre, c'est simplement, ils savent. En plus, avant de partir au Vietnam, il y avait une productrice qui a rencontré les gens avant, qui m'envoyait des photos, donc avec laquelle je parlais. Et c'est une Vietnamienne avec laquelle je parlais aussi pour comprendre, pour savoir comment et on va les photographier, aussi savoir comment j'allais rémunérer chacun des personnes que j'ai photographiées, parce que j'ai payé chacune des personnes que j'ai photographiées. C'est pas parce qu'on m'a demandé, mais c'est parce qu'ils ont pris une partie de leur journée pour être là. Donc j'ai donné d'argent à leurs parents qui étaient là et on m'a pas demandé de l'argent, mais je pense que les gens doivent être payés pour leur boulot, comme moi je suis payé pour mon boulot. Donc voilà. La démarche était identique aux États-Unis. Comment tu as fléché les différentes personnes, les fermiers par exemple? Oui, les fermiers c'était les plus compliqués parce qu'ils sont très très réticents à parler de Monsanto parce qu'ils ont déjà des histoires avec des poursuites en justice qui les ont complètement ruinés ou presque. Donc j'ai passé par une association qui s'appelle le Centre pour la sécurité alimentaire à Washington, qui travaille beaucoup sur les cas des fermiers et essaye d'aider les fermiers quand ils se font amener en justice par Monsanto. Donc c'est à travers eux. Mais pareil, tout
les gens que je rencontre, je passe par des experts, des associations qui travaillent sur ces projets depuis longtemps. Et aussi, j'appelle des journalistes. C'est ça aussi une partie de la recherche, savoir qui sont les gens qui travaillent et dans ce sujet déjà, et aussi savoir les gens avec lesquels je suis en accord. Parce que c'est important et dire que ce travail, c'est pas un travail neutre. Et je suis pas là en train de dire non, j'ai un point de vue, c'est un engagement. Bien sûr, derrière ce point de vue, il y a une recherche. J'ai cherché aussi et toutes les théories dans lesquelles je crois pas pour essayer de comprendre et savoir et surtout les démonter. Mais c'est un travail où je dis exactement ce que j'ai à dire, ce que je veux dire aussi. Et quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées? Aucune. Aucune? Je crois que le plus difficile, c'est être convaincu que le travail fait justice aussi aux problèmes écologiques. C'est toujours cette incertitude si le travail, une fois qu'il est fini, ou pendant que je suis en train de le faire, raconte bien l'histoire. Et après un moment, on est tellement dedans que c'est vraiment difficile de savoir ça. Donc, quand c'est un travail aussi long, comment être toujours motivé pour continuer et comment une idée qui est très excitant au début, avec le temps, elle commence à se diluer. Donc, comment retrouver cette pêche et cette... Et comment on sait que, après justement tant d'années, après 5 ans, on sait, allez, ça y est, c'est bon, j'ai tout, je m'arrête. Ouais. J'arrête là. Oui, bah tes collègues photographes disent bon Mathieu, là c'est bon, hein, il faut, ça suffit quoi. C'est un peu ça. C'est pas seulement mes collègues, mais c'est moi aussi. Je me vois fatigué. J'ai envie de faire des autres trucs. C'est dire aussi, on peut pas tout raconter. Quand je parlais des difficultés, donc tu as parlé de certains fermiers qui avaient eu des procès contre Monsanto. Et justement, toi, tu n'as pas été inquiété par Monsanto à aucun moment? Non, Monsanto a des plus gros problèmes que moi. En plus, à l'époque où j'ai sorti le bouquin, ils étaient hyper occupés par des poursuites en justice, qu'il y avait le rachat de Bayer qui a acheté et Monsanto, ils étaient en train de se faire exploser légalement aux États-Unis avec des milliers de poursuites, avec des milliers de dollars en jeu. Et une fois que Bayer a acheté Monsanto, Bayer, c'est une compagnie qui fait beaucoup plus attention à leur image. Ils font beaucoup plus attention à les poursuites en justice. Et c'est aussi des salauds, pareil que Monsanto, mais ils ont une relation publique un peu plus fine. Surtout avec ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, donc, oui, non, mais ils ont voulu changer un petit peu leur image. Là, on va pas, oui. Là, c'est une autre histoire. Ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnes qui ont utilisé ton livre dans les poursuites qu'ils faisaient vis-à-vis de Monsanto? J'ai toujours voulu ça, que mon livre soit utilisé d'une façon ou d'une autre, d'une façon légale. Et non, c'est jamais arrivé, mais par contre, le travail, il a été inscrit dans toute cette démarche contre Monsanto. Soit bien la presse, comme la télévision, la radio, mais aussi des mouvements citoyens. Mais je me suis toujours dit, ça serait magnifique si un jour ce travail sert vraiment pour amener Monsanto en justice, être utilisé dans un cas légal. En fait, il y a un film qui vient de sortir en France qui s'appelle Goliath, et ils ont utilisé le bouquin. Il y a une scène où il y a l'avocat qui poursuit Monsanto. Il utilise mon bouquin pour étudier comment il va attaquer Monsanto. Donc, c'est pas arrivé dans la vraie vie, mais c'est arrivé dans un film de fiction. Par contre, le travail, il est exposé au Parlement européen pendant et au même temps ils allaient décider s'ils allaient interdire le glyphosate. Donc le travail, il était dans un couloir où il y avait tous les parlementaires qui passaient d'un côté à l'autre. Une manière de sensibiliser ceux qui étaient le moins sensibles au sujet, peut-être? Oui, si c'est possible, oui. La photographie documentaire va vraiment rien changer. Je fais pas du travail documentaire pour changer le monde. Ça, c'est utopique complètement. Et comme je disais hier, tout d'abord, je fais de la photographie documentaire
parce que c'est des problèmes qui me gênent vraiment, qui me font mal à l'estomac. Je suis indigné. Et une façon de sortir ça, c'est à travers mon travail. C'est une façon d'articuler cette indignation. Et après, dans une deuxième vie, si le travail, et je fais tout le possible pour que ce travail s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus large que la photographie en soi-même. Donc voir comment le travail peut s'inscrire dans une lutte contre Monsanto, mais qui va au-delà de la photographie. Et je pense que pour moi, c'est ça le plus important, parce qu'après, la photographie, c'est un tout petit milieu, si bien, bon, on a fait des musées, des festivals, c'est pas seulement comme ça que les choses vont changer. Tu parlais d'indignation, c'est l'indignation qui te sert de moteur, y compris sur des projets actuels? Je travaille sur un projet sur les armes en Europe et comment la fabrication et la commercialisation de l'armement en Europe a une influence directe avec le problème migratoire. J'ai du mal à trouver la façon de faire ça, mais je suis sur ça. Et oui, c'est l'indignation. Mais c'est pas seulement que je suis indigné, comment la production d'armes en Europe s'est fait et comment le marché des armes fonctionne. Et c'est pas seulement que je suis indigné par le problème migratoire, mais aussi il y a une critique à la photographie documentaire elle-même et comment la photographie documentaire aujourd'hui, tant qu'on la connaît, représente les sujets. Donc j'essaye maintenant de travailler sur ça aussi, pas seulement sur les sujets bien sûr, mais aussi sur le médium. Et malheureusement, l'actualité te donne un autre éclairage de ce travail-là sur les armes et les migrations. Oui. Ouais. On voit bien comment, par exemple, une compagnie française, Thales, a vendu plein de caméras infrarouges à l'armée russe. Et là, on vient de voir dans des tanks russes des produits Thales en Ukraine qui ont été utilisés. Merci beaucoup et à bientôt. J'espère que je serai par là si vous avez des autres questions. Merci Mathieu en tout cas pour tous ces éclairages. Merci à toi.